Parfois, les plus grands secrets sur la richesse ne se cachent pas dans des manuels compliqués, non, mais plutôt dans des histoires toutes simples, des histoires qui ont une portée universelle. Aujourd'hui, on va justement explorer une de ces histoires, tirée du livre de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. C'est une histoire qui révèle une vérité fondamentale sur la manière de créer de la richesse, même en partant de zéro. Alors, tout commence par un événement tragique. Le père de l'auteur, Ricardo Kanyama, décède. Il laisse derrière lui sa femme et leurs 5 enfants. Et selon la coutume de l'époque, c'est la famille du père qui hérite de tous les biens. Pour la mère et ses enfants, il ne reste absolument rien. Ou presque. Juste une seule et unique chèvre. La famille se retrouve donc face à un dilemme terrible. D'un côté, ils ont faim. La faim, c'est immédiat, c'est concret. Et cette chèvre, eh bien, elle représente un repas. Mais de l'autre côté, elle représente aussi tout ce qu'ils possèdent, leur seul espoir pour l'avenir. La décision est vraiment cruciale. Allez, on plonge maintenant au cœur de cette histoire pour voir la décision qui a absolument tout changé. Et c'est là que la sagesse de la mère est juste incroyable. Face à ses enfants qui ont faim, elle prononce ces mots. Elle a cette vision, elle comprend que sacrifier un besoin immédiat, aussi pressant soit-il, est en fait leur seule porte de sortie pour espérer un avenir meilleur. C'est l'essence même du sacrifice et de la vision à long terme. Et sa décision, bien sûr, va porter ses fruits. La chèvre, qu'ils vont nommer Musoyoni, ce qui veut dire source de vie, tout un symbole, eh bien, elle est sauvée. Et très vite, elle met bas. Une chèvre devient 2, puis 4. Un petit troupeau commence à se former, la preuve que la patience, la vision de la mère, c'était la bonne stratégie. Mais l'histoire devient encore plus puissante, qu'on la met en parallèle avec une autre. Il faut savoir que le père de l'auteur était polygame et son autre femme a elle aussi reçu une chèvre en héritage. Sauf que, face à la même faim, au même dilemme, elle a fait le choix inverse. Elle a sacrifié la chèvre pour un repas. Et là, on voit clairement les deux chemins, les deux destins radicalement opposés qui naissent d'une seule et même décision. Bon, maintenant qu'on a bien l'histoire en tête, passons de cette parabole à ce qu'elle nous enseigne vraiment. Un principe financier universel. Voilà le point central. Il faut bien comprendre l'analogie. La chèvre, ce n'est pas juste un animal, c'est une métaphore. Une métaphore pour ce qu'on appelle le capital. C'est tout simplement cette partie de nos revenus qu'on décide de ne pas consommer, mais de garder, de préserver, pour la faire travailler et grandir. Du coup, la leçon fondamentale de toute cette histoire tient en une seule règle, une règle d'or toute simple, ne pas consommer son capital. Peu importe si la chèvre de départ est petite ou grande, le tout premier principe pour s'enrichir, c'est de ne pas la manger. Ça peut paraître contre-intuitif aujourd'hui, mais c'est absolument essentiel. L'auteur va même plus loin, en nous montrant 3 scénarios. On a sa mère qui part d'une seule chèvre et bâtit un troupeau. On a la coépouse qui consomme le peu qu'elle a. Et puis, il y a les cousins qui, eux, héritent d'un grand troupeau, mais qui le dilapident complètement. Ça montre bien que le principe s'applique à n'importe quelle échelle. Ce n'est pas la taille du capital de départ qui compte, c'est la discipline qu'on a pour le préserver. Alors, voyons maintenant comment l'auteur lui-même a appliqué cette leçon de sa mère à sa propre vie, mais dans un monde moderne. Quand il commence à appliquer ce principe, l'auteur gagne, tenez-vous bien, 15 $ par mois. 15 $. C'est un revenu incroyablement bas. Et c'est ça qui rend son histoire si parlante pour tous ceux qui pensent ne pas gagner assez pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Il se fixe alors un premier objectif, très concret, se construire sa propre chèvre. À l'époque, ça représentait 50 $. Pour y arriver, il a dû faire des sacrifices, se priver, et il a réussi à économiser 10 $ par mois. C'est la preuve vivante que même avec très peu de moyens, créer un capital de départ, c'est possible. Et c'est là que la magie commence à opérer, parce que ces 50 $, ce n'était que le début. En protégeant ce capital et en le réinvestissant sans cesse, il l'a fait grandir, et grandir encore, de façon exponentielle. Son parcours est une illustration parfaite de comment un tout petit sacrifice au début peut mener, des années plus tard, à une véritable liberté financière. Dans son livre, l'auteur propose ensuite un modèle, un cadre très simple et très visuel pour que chacun puisse évaluer sa propre situation financière. Et voici cette carte, les fameuses escaliers de la richesse. On voit qu'il y a 4 niveaux bien distincts et chacun est défini par une formule mathématique très simple. On va analyser chaque marche ensemble. La toute première marche, la plus basse, c'est celle où les dépenses sont plus élevées que les revenus. C'est une situation de survie permanente marquée par les dettes et une dépendance constante vis-à-vis des autres. Au deuxième niveau, on trouve un équilibre, mais un équilibre très précaire. Ici, tout ce qui rentre sort aussitôt. Il n'y a pas forcément de dette, mais il n'y a aucune marge de manœuvre, aucune sécurité. Le moindre imprévu, la moindre urgence, et hop, on peut basculer au niveau inférieur. Au troisième niveau, ça y est, on commence à épargner.
C'est typiquement la situation de la classe moyenne. Mais ce qui est super intéressant ici, c'est de regarder pourquoi on épargne. L'objectif, c'est une consommation future, une nouvelle voiture, une maison, des vacances. L'argent est mis de côté, oui, mais avec l'intention d'être dépensé, pas investi. Et enfin, on arrive à la 4e et dernière marche. La formule ressemble beaucoup à la précédente, mais il y a une différence absolument cruciale. L'épargne n'est plus destinée à être consommée, mais à être investie. C'est ce qu'il appelle EI, l'économie pour l'investissement. C'est à ce niveau-là que la chèvre est protégée et qu'on la met au travail pour générer encore plus de richesses. Après avoir vu tout ça, la leçon de cette petite histoire toute simple devient une question beaucoup plus personnelle, beaucoup plus directe. Finalement, cette histoire, elle nous renvoie à notre propre situation. Elle nous invite à nous poser la question, c'est quoi notre chèvre à nous? Quelle est cette petite ressource, ce petit capital qu'on serait tenté de consommer tout de suite pour une satisfaction immédiate? Ça peut être de l'argent, bien sûr, mais ça peut aussi être du temps, une compétence, une idée. Le secret, c'est de l'identifier, de le protéger et surtout de le faire grandir. C'est peut-être là que se cache la clé de la prospérité.